imaginé, on aura aussi le même rebond. Restons confiants. Je suis à vos côtés, parmi vous. Je vis les choses de la même façon que vous. Je suis content d'être parmi vous ce soir. C'est une belle famille et je suis heureux d'en faire partie. Pas forcément dans le même boulot, pas bloqué dans le temps, mais déjà la classe, c'est pas normal. Alors Picoré dans l'Ain, c'est une association qu'on a créée en février dernier et qui a vraiment pris naissance depuis juillet grâce à nos marchés fermiers qu'on met en place sur tout le département de l'Ain. Alors c'est une association qui est faite de producteurs fermiers, de restaurateurs, d'artisans de bouche. Aujourd'hui, on a une centaine de restaurateurs qui sont adhérents, une cinquantaine de producteurs et une trentaine d'artisans de bouche. Et le but, c'est de créer un réseau entre tous pour qu'ils puissent travailler ensemble et puis défendre la gastronomie du département de l'Ain, au-delà de nos territoires, mais pas que, le local jusqu'aux Français. Aujourd'hui, on est là devant la préfecture de l'Ain pour manifester avec un groupe de restaurateurs, mais voilà, avec l'ensemble des restaurateurs du département, pour les futures annonces qui vont arriver à 20h du président Macron. On sait très bien qu'il va repousser les ouvertures des restaurants pas illégalement, mais injustement, au 15 janvier. Et aujourd'hui, ils sont déjà en train de crever, donc 15 janvier, on aura 50% de perte de nos restaurateurs. Et on ne veut pas de ça, plus au-delà des cas d'humanité avec des suicides et ce qui s'ensuit. Et c'est ce qu'on ne veut pas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est là, pour défendre ces restaurateurs, ces agriculteurs et tous ces gens qui font la gastronomie française. Mais nos restaurateurs sont capables d'avoir les mêmes mesures, puisqu'ils ont déjà prouvé sur le premier confinement. Et aujourd'hui, on va leur dire, vous restez fermés. Et ça, c'est injuste. Donc on est là pour dire, ouvrez-nous. Sinon, si c'est au 15 janvier, c'est 15 janvier, c'est pas au mois de mars. Voilà. Nous, on est très présents dans les collectifs. Il s'est construit depuis quelques mois un collectif antifascisme dans l'Ain, et parce qu'on a eu on a de plus en plus de raisons de le faire, voilà. Et on a appelé à cette mobilisation par rapport à cette loi sécurité globale. Et il se trouve qu'en 2 jours, 3 jours, beaucoup d'organisations se sont collées dessus, et tant mieux. Voilà, il y a Amnesty, il y a des partis politiques, il y a Attac, il y a le NPA bien sûr, mais on était déjà au départ, voilà, et on trouve que c'est pour l'instant une réussite en tout cas, voilà, on est nombreux. Et qui est évidemment un véritable outil d'intimidation visant à museler les journalistes et les citoyens qui témoignent de violences policières, parce que si le gouvernement entretient le flou sur ce que ça implique en termes de liberté d'informer, n'importe qui ayant un petit peu d'expérience des manifs comprend très bien le message. Et au premier rang desquels les policiers eux-mêmes qui se sont autorisés à nasser des journalistes samedi dernier à Paris, à la fin du rassemblement contre la loi, ou encore hier soir, de manière honteuse, la manière dont ils ont géré, entre guillemets, l'évacuation de l'occupation par les migrants de la place de la République à Paris, où il y a encore eu tabassage et compagnie. Donc le message est bien passé en tout cas du côté des forces policières. C'est ce contre-pouvoir nécessaire en démocratie que le gouvernement et sa majorité parlementaire souhaitent enlever aux citoyens, aux journalistes, encore soucieux de dénoncer ce qui ne va pas dans notre société. La police doit agir sous la surveillance des citoyens et des citoyennes, même devant les smartphones ou les caméras, si le public le juge nécessaire pour notre démocratie. Beaucoup de bavures policières, la seule façon de pouvoir les prouver, c'est quand quelqu'un filme, et du coup, ils veulent supprimer que les gens puissent filmer des actions qui ne devraient pas se passer. Il y a déjà assez de bavures policières comme ça, et il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui peut filmer. Du coup, tous les flics ils sont tout le temps acquittés. À chaque fois qu'on a pu avoir une histoire ou un flic qui se fait juger pour ce qu'il a fait, à chaque fois c'est parce qu'il y avait la surveillance et parce qu'il y a quelqu'un qui a filmé. Et du coup, cette loi elle fait aussi réponse à l'application que Amal Betounsi elle a sortie, la frère d'Amine, pour dire on va vous filmer, même si on casse votre portable, et ça envoie ça sur un réseau, et du coup on gère les vidéos. Et du coup, supprimer ça, ça veut dire plus de surveillance, et toutes les impunités policières, elles vont toutes passer à l'as. Ce projet de loi, en fait, c'est une pièce dans le dispositif plus large de mise en place d'un système un petit peu autoritaire et répressif, tel qu'on le lit dans le livre blanc de la police. Donc il est clairement indiqué que
la proposition de loi est un des aspects d'un dispositif plus global de contrôle un petit peu de la population. Donc par rapport à ce dispositif global qu'on retrouve dans le livre blanc, dont tout est largement expliqué sur le site La Quadrature du Net, qui explique très bien. C'est aussi, et c'est souvent passé inaperçu, une nouvelle pierre à l'édifice de l'arsenal anti-pauvre, avec des pouvoirs accrus donnés aux polices municipales pour contrôler, pour punir, mais aussi donnés aux vigiles qui vont pouvoir désormais procéder à des palpations ou encore intervenir sur la voie publique hors des biens privés qu'ils sont censés protéger. Et le tout, ces drones, etc., financés par des nouvelles taxes sur le tabac et les boissons sucrées, parce qu'il ne faudrait pas quand même toucher au porte-monnaie des riches. C'est terrible ce qui se passe, il y a une droitisation, ou même une extrême droitisation de la politique du gouvernement. Et comment ne pas mentionner non plus cette autre disposition en vertu de laquelle les policiers vont désormais pouvoir se trimballer avec leurs armes de service dans les quelques lieux où jusqu'ici encore ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait des portiques d'entrée, donc des concerts, des boîtes de nuit, etc. Alors pour bien comprendre tout ce que tout cela signifie, il est utile de rappeler le contexte dans lequel cette loi survient. La question des violences policières n'est pas une question tout à fait neuve. Dans les milieux militants, on la connaît depuis bien longtemps. Dans les quartiers populaires aussi, on l'expérimente depuis pas mal de temps. Mais elle a pris, c'est sûr, une actualité nouvelle récemment avec le sublime mouvement des Gilets jaunes. Actualité nouvelle en ce que des personnes qui ne connaissaient pas forcément ces violences policières ont pu voir ce que c'était, mais aussi en ce que le pouvoir contesté comme il l'a rarement été, pris de panique, a clairement lâché la bride à ces forces policières pour briser le mouvement, moyennant emprisonnement et mutilation à tout va. Alors, pour autant, il y a une situation d'insécurité par rapport au terrorisme. Est-ce que la loi ne répond pas non plus à ça? Non, c'est deux choses essentiellement différentes. Évidemment qu'il y a un problème avec un certain nombre de gens qui sont des fascistes aussi par eux-mêmes, hein, ces terroristes dont on parle là. Alors évidemment, tout ça est amalgamé par le gouvernement, alors que ça n'a rien à voir. Les migrants d'hier, c'était pas des terroristes, c'est des gens qui cherchaient un toit déjà. C'est pas plus que ça déjà dans un premier temps, pas plus que ça. Et après beaucoup d'autres choses qui voudraient vivre en France. Où est le terrorisme là-dedans? Il y a certainement des aspects terroristes, mais la loi elle répond à quoi par rapport à ça? Par exemple, pour lutter contre le terrorisme ou contre les incivilités ou contre les dégradations publiques, on a mis en place un système de surveillance par vidéosurveillance. Or, depuis que le système existe, est-ce qu'on a eu un rapport expliquant le bien fondé ou l'intérêt de la mise en place d'un système de vidéosurveillance? Maintenant, avec le système, il est développé un peu plus, puisque au-delà de la vidéosurveillance, on a de la vidéosurveillance par drone et une surveillance un peu plus... voilà. Donc l'idée, c'est de dire à quoi ça sert le système de vidéosurveillance, puisqu'il y a un rapport à la fois de la Cour des comptes et un rapport de la Cour des comptes et un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme qui dit mais à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites pour mettre en balance la restriction des libertés et le bien fondé? Sans ces outils, sans celles et ceux qui les braquent, combien de violences policières auraient été passées sous silence? Bien souvent, ces vidéos, qu'elles soient le fait des journalistes ou de citoyens isolés, directement des victimes des abus policiers, peuvent aussi constituer des éléments de preuve pour la justice, comme pour la mort de Cédric Chauviat ou d'Abdoubacar Fofana. Avec cette loi et sans ces vidéos qui auraient entendu parler de Geneviève Leger à Nice, militante pacifiste de 73 ans, gravement blessée à la tête, sous une charge policière d'une violence inouïe. Qui aurait entendu parler d'Alexandra Benalla si la presse n'avait pas été là? De notre confrère Taha Bouaf, nous nous inquiétons de voir le gouvernement céder à ce point aux scènes liberticides lorsque celui-ci aura dû se tenir au chevet de 2000 manifestants blessés en 2019. 28 avec les yeux crevés, des mains arrachées, des morts.
et des emprisonnés sans jugement. Notons que plus de 200 journalistes ont été empêchés de travailler, blessés ou mis en garde à vue depuis novembre 2018. L'article 24, même modifié, est en effet toujours là et il est en outre la partie émergée de l'iceberg ultra sécuritaire. Ne nous leurrons pas, ce projet de loi s'inscrit dans un contexte préélectoral et la majorité présidentielle court après les quelques voix sensibles aux arguments trop sécuritaires. Nous appelons les parlementaires qui l'ont soutenu jusqu'à maintenant à s'opposer désormais à ces 3 dispositions qui réduisent la liberté fondamentale de manifester, dont le seul but est de faire taire la population et de mieux la surveiller.